J'ai l'impression que vous vous êtes senti un peu en famille avec l'équipe du film, c'est-à-dire avec les comédiens notamment. Vous les avez choisis, vous les connaissiez. Enfin, ça a été presque naturel de les prendre, d'après ce que j'ai compris un petit peu en parlant avec vous. Oui, c'est-à-dire que bon, je connaissais, enfin, avec Yvan, on se connaissait sans se connaître si bien que ça. On est devenus maintenant assez amis, mais à l'époque, on se connaissait pas tant que ça. Mais quand on fait un film comme ça, c'est-à-dire qui parle de la famille, on a besoin d'être en famille. Ça paraît con, mais c'est vrai. Et avec Yvan, on partage il y a beaucoup de valeurs qu'on partage. Et pareil pour Pierre Arditi, donc, qui a à peu près votre âge. Je l'ai connu, Voilà. j'étais... non, mais Il se venge. Oui, non, mais je plais. Ouais. Non, parce qu'on a dîné ensemble, il nous a fait bouffer, picoler, donc du coup maintenant c'est compliqué, je me venge. Mais Pierre Arditi, je l'ai connu, j'avais 19 ans. J'étais stagiaire sur un film. C'était un film de Robert Enrico qui s'appelait De Guerre lasse. Et j'allais le chercher tous les matins. Alors là, je ne le dirigeais pas. J'allais le chercher. Je lui ai amené des cigarettes toute la journée et le café. Et puis voilà, après, je me suis vengé en lui proposant le rôle. Voilà. Mais c'est vrai que sur le tournage, il y avait vraiment comme ça une ambiance pas une ambiance de famille, mais je veux dire, chacun y a apporté. C'est-à-dire qu'Yvan a lui aussi un fils, enfin qui est un tout petit peu plus âgé que Nils Sottnin-Girard, mais bon, Pascal, on est très liés. Pierre Arditi, c'est pareil, il serait là, bon, il pouvait pas être là parce que les deux travaillent, mais il raconte souvent son histoire avec son père. C'est comme nous tous, quoi. Et il fallait qu'il y ait ce climat. Voilà. Bon, tu le sais bien, tonton. Hein. Bon, alors, on va peut-être poser quelques questions. Dans la salle, il y a des micro-baladeurs. Ils sont là. Ah. D'accord. Alors, y a-t-il des questions? Oui. Je voudrais quand même rendre un petit hommage, parce que c'est vrai, on parle beaucoup de musique. Bon. Ce film, la musique, c'est vrai que c'est le territoire de ce film. C'est pas une toile de fond, c'est son territoire. Mais je voudrais rendre hommage quand même à Florencia aussi, Florencia Di Consuelo, qui a fait la musique originale. C'est-à-dire, entre les musiques du répertoire, il y a des morceaux qui ont été composés spécialement pour ce film. Elle s'appelle Florencia Di Consuelo, et c'est pas si facile de passer entre les gouttes de Mozart, de Rachmaninoff, de Beethoven. C'est pas de la tarte. Et voilà. Petite pensée pour elle, quand même. Bel hommage. Est-ce qu'on a une question? Attention, c'est toujours difficile de se lancer. Madame la patronne. Oui, ah bah oui. Brigitte Fossé. Ah bah voilà, on est très honorés. Hein. Ouais. Devant le micro, s'il vous plaît. Elle peut peut-être venir sur scène parce que... oui. Non, pas du tout. J'aime beaucoup cette position. C'est une position très reposante. Écoutez, voilà, je voulais juste vous dire que, premièrement, c'est un très beau film. Deuxièmement, c'est un montage musical exceptionnel, comme je n'ai jamais vu de ma vie. Et je connais un peu la musique parce que j'ai fait quand même 20 ans de piano. Et que je travaille énormément avec les musiciens. Et franchement, j'ai trouvé le mariage, la symbiose, la complémentarité entre les sentiments et la musique, c'est démentiel. Et aussi, vous avez réussi un truc drôlement audacieux, drôlement culotté, pardonnez-moi l'expression, mais comment vous avez fait ce montage tous les deux entre la création musicale qui soutient une émotion à côté de musiciens consommés comme Schubert, il y a Brahms à un moment, non? Qu'est-ce qu'ils jouent tous les deux? J'ai cru que c'était du Brahms. C'est Brahms, oui, c'est Brahms. Bah voilà. C'est Brahms. Il y a Brahms, Brahms, il y a Schubert, il y a Mozart, il y a Beethoven. Enfin, mais c'est invraisemblable, mais c'est une gageure. Et en plus, comme disait Brumel, l'élégance, si ça se voit, c'est foutu. Or, on ne sent pas le travail, c'est naturel. Mais c'est dément ce que vous avez fait. Mais c'est de la folie, vous êtes fous, vous êtes dingue
tous les deux. Bravo, 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 bravo. Je vais vous embrasser. Si c'est pas un bel hommage, ça. Embrasser la dame aussi. Voilà. Qui va embrasser la patronne. Alors maintenant, Pardon, hein. J'embrasse. Non, c'est sans fleur. Bon, ben, je vais m'asseoir, moi. Hein. voilà. Alors, Tranquillou, on est là jusqu'à difficile 1 heure, de 2 heures passer du mat. après Brigitte Fossé, mais vous avez quand même peut-être aussi des choses à dire et des questions à poser. Mais quand même, je vais répondre à Brigitte Fossé quand même 2 secondes. D'abord, merci, madame. C'est vrai que ce qui était important, et c'est tout le boulot qu'on a fait avec Anne, il y a des morceaux, pour moi, qui comptaient très fort, que j'écoute depuis très longtemps, comme l'aria de Dvorak sur le visage de Lucchini au début, comme l'Ave Maria de Caccini. C'est pas Lucchini, hein, c'est Arditi. Enfin, J'ai dit qui? Lucchini. Ah merde. De Pierre. C'est dégueulasse. C'est l'âge. Et puis- je ne suis pas Cindy Crawford. Mais après, c'est vrai qu'avec Anne, ce qu'on a fait, c'est que on a cherché aussi des morceaux du répertoire qui accompagnaient l'histoire. Parce que la musique, c'est pas une illustration comme ça, gratuite. Et c'est pour ça qu'on a écouté ensemble beaucoup de choses pour que la construction musicale épaule la construction dramaturgique du film et que ça raconte une histoire aussi, quoi. Et voilà, c'est pour ça, je pense que ça marche très bien ensemble. Mais je vais vous dire, il y a des scènes, c'est marrant parce qu'il y a des musiques que j'écoute, par exemple l'Ave Maria de Caccini, je l'écoute en boucle depuis des années, mais quand on l'a mis sur le film, je trouve que Pierre Arditi et Yvan Attal lui donnent du talent. Oui, c'est vrai. Formidable duo à la fin. Et qui nous a scotché, surpris, parce qu'à un moment, on s'attend à voir Pierre Arditi venir s'asseoir à côté de Miu Miu, et quand ils sont tous les deux sur scène, bravo. Là, les scénaristes, chapeau, quoi. Voilà. On a été bluffés, surpris. Vous avez des questions? On est vraiment là pour y répondre. Oui, alors, allez-y. Oui, je voudrais Oui. poser une Là question. devant aussi. Oui. Je suis là. Je suis Ah voilà, ça y est, là. super. Difficile de passer effectivement après Brigitte Fossé. Je pense que la question va paraître bien mièvre, mais plus sur la construction du film et sur l'histoire du film, je me suis interrogé sur 2 points de détail. La première question que je me suis posée, c'est par rapport pourquoi, enfin, on comprend par rapport au film, mais pourquoi finalement, comment vous êtes arrivé au raisonnement que c'était à Yvan Attal de prévenir son père qu'il s'était trompé dans le scénario, enfin, qu'il s'était trompé de personne quand il l'avait appelé. Pourquoi c'est pas finalement la personne qui a fait l'erreur qui l'a rappelé? Bon, ça c'est la première chose où je me suis interrogé sur le fonctionnement de l'histoire. Et le deuxième point, c'est par rapport à quel était le message véritablement de Pierre à Yvan quand il vient lui annoncer qu'il a des doutes sur sa paternité. Voilà, je voudrais que vous m'expliquiez un petit peu plus en détail ce que vous avez voulu faire passer comme message à ces 2 moments. Oui, bien sûr, c'est des très bonnes. C'est pas des questions mièvres du tout. C'est surtout des questions. Mais oui, mais c'est pas des questions mièvres. Elles sont surtout un peu emmerdantes. Non, le patron de la Scala, qui est français, d'ailleurs le vrai patron de la Scala est français, hein, effectivement, il s'en fout complètement. Donc c'est vrai que, et je pense qu'inconsciemment, c'est vrai que Yvan, enfin Denis, prend la charge de cette responsabilité. Parce qu'il est lâche. Non. Si, le patron, le patron, oui. il est lâche, donc il laisse la patate chaude. Je ne sais pas s'il est lâche ou si surtout il en a rien à foutre. Parce que souvent, on en a rencontré d'ailleurs des directeurs comme ça de grandes salles, c'est quand même des politiques, hein, très souvent, c'est des gens, ils s'en foutent un peu. Mais je pense qu'inconsciemment, surtout, on s'est posé la question, enfin je me suis posé la question beaucoup, mais c'est vrai que j'aime l'idée que quand même, Yvan prend la charge, Denis prend la charge de devoir annoncer lui-même la vérité à son père. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Alors, il y a eu des versions du scénario où le directeur de la Scala disait mais je vais appeler votre père et lui disait non, je vais l'appeler moi. Bon, on aurait pu faire ça.
je suis parti dans cette direction, voilà, comme ça. Puis à un moment, il faut décider dans un film. Oui, et je crois... Et alors la paternité, alors là... Non, je crois, c'est vrai que presque ce quasi-monologue de Pierre à son fils, c'est vrai qu'il est très tordu. Mais je pense, et d'ailleurs le plan est construit comme ça, c'est-à-dire qu'on voit vraiment Yvan qui est au bar, comme ça, chez lui, qui boit un whisky et qui reste immobile, tandis que le père, lui, part et revient vers lui en lui tournant autour, comme si la guêpe allait piquer la mouche, quoi. Il se venge, en fait. Et je pense, c'est moi qui l'ai écrit, ce monologue un peu tordu, hein, je suis d'accord avec vous. Mais moi, j'aimais bien l'idée qui passe par le fait de lui dire que ça serait plus facile qu'on ne soit pas père et fils, en fait. Et il le provoque. Et en fait, ce qu'il veut faire, c'est qu'il le fait sortir de ses gonds, quoi. Et il s'en expliquera d'ailleurs après, juste après, avec Miu Miu, quand il lui dit je l'ai balancé à la baille. Voilà, il le pique jusqu'à lui faire le plus mal possible. C'est-à-dire que comme le fils lui reproche de ne pas avoir été un bon père, finalement, il le provoque en lui disant que peut-être qu'il n'est pas son père du tout. Alors qu'à la fin, quand on les regarde tous les deux, on a l'impression qu'ils se ressemblent vraiment. Ouais. Hein, Monsieur a une question sur la... Oui. Madame. Quand je suis tout seul, oui. Eh ben, ça ne m'étonne pas. Mais quand je suis devant Anne, non. Et j'ai une autre question. Est-ce que Yvan Attal joue du piano dans la vie? Parce que j'ai l'impression. Yvan adore la musique, ça c'est sûr. Et par exemple, l'intermezzo de Brahms, il l'a vraiment appris. Ouais, ça se voit. Voilà. Ouais. Mais alors, il m'a confié l'autre jour, il nous a confié qu'il avait complètement oublié. Voilà. Il joue pas, mais je crois que son rêve eût été d'être musicien, en fait. Donc vous avez pensé en regardant le film que quand Yvan... Moi, j'ai vu, mais c'est pas dans l'intermezzo Brahms, c'est avant, c'est au début. À un moment, il joue, et après, on voit un autre pianiste. Mais au début, quand il joue, ben, c'est parfait, quoi. Eh ben, c'est pourtant ce que vous entendez, ce n'est pas lui. Eh ben, c'est superbe. Donc, c'est formidable que vous pensiez ça. Ouais, merci. Mais par contre, c'est ses mains. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de doublure main. D'autres questions dans la salle? Oui. Oui. Et on monte les escaliers. C'est une belle salle, hein. On aimerait que tous les jours de l'année, ça soit la même salle. Bonjour. Alors moi, je suis une femme et donc je suis très curieuse et je regrette de ne pas savoir ce qu'il y avait écrit dans la lettre. Et on l'a lu tout à l'heure au restaurant. Ah, je la retrouve pas. Eh ben, vous ne saurez pas. Non, mais parce que... non, c'est vrai, c'est assez mystérieux. Je l'ai écrite, hein, mais je ne vous dirai pas. Après... Mais parce qu'on s'en fiche un petit peu, en réalité. C'est plus un lien comme ça qui part, de Yvan qui veut écrire à son père, qui veut lui dire la vérité. Et en fait, c'est son propre fils qui va la lire. Mais c'est vrai que c'est un peu absurde. Le fils lui dit, et un peu frustrant, le fils lui dit, elle était belle ta lettre, mais on ne saura jamais ce qu'il y a dedans. Mais vous savez, c'est marrant parce que le monsieur, les deux questions un peu insignifiantes qu'il a posées après Brigitte Fossé, c'est vrai que moi, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il ne faut pas toujours tout expliquer dans un film en réalité. Il y a des choses qui sont un peu... C'est pas grave. Parce que si on commence à tout expliquer, d'abord ça devient lourd, ça devient pathétique. Je ne sais pas, quand toi, par exemple, tu joues du violon, enfin je veux dire, il y a quelque chose qui part de... Je ne sais pas, qui est... Oui, de l'humain, et on n'explique pas tout. C'est comme l'attitude de Miu Miu dans le film, elle est étrange aussi. Finalement, c'est quand même une femme qui, je dis pas qu'elle prend le parti de son mari davantage que celui de son fils, mais quand même,
Elle elle protège plus son mari. C'est plus une épouse qu'une mère. J'en connais. Et bon, on va pas expliquer pourquoi. Ouais. Je rebondis juste par une petite phrase très concise. Quand on a la chance d'avoir une mère qui a été plus épouse que mère, on lui en veut toute sa vie et grâce à ça, on se libère de la mère. Donc, c'est pas une mauvaise mère d'être une bonne épouse. Vous voyez ce que je veux dire? La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que s'il n'y a pas de mystère, s'il n'y a pas de secret dans un film ou dans une relation, moi je suis mariée depuis 40 ans, je ne connais toujours pas mon mari. Si je le connaissais bien, il y a longtemps que ce serait fini. Et lui, il ne me connaît pas du tout non plus, mais pas du tout. La personne qui m'est le plus étrangère et la plus proche et la plus loin, c'est mon mari, et moi pour lui. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il est en train de faire là à Paris pendant que je ne suis pas là? Et lui, il se demande ce que je fais. Moi, je vous le dis. Hein. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un détail. C'est un détail, ça ne me regarde pas. C'est son problème entre lui et lui. Et ce que j'aime dans le film, c'est que le problème entre vous et vous, il est traité par tous les personnages qui ont tous un problème entre eux et eux. Et le fait qu'on ne sache pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai que c'est son fils ou c'est pas son fils, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y ait problème, c'est qu'il y ait tension, qu'il y ait mystère et secret. Et quand on entend que c'est le petit-fils et que ça rejaillit, parce que dans la Bible, on dit « les parents ont mangé les raisins verts et les enfants en ont eu les dents agacées ». Eh bien, c'est le petit-fils qui va trouver la clé, qui va ouvrir la porte et qui va faire de ces raisins verts le meilleur des crus. Et ça, vous n'avez pas à le dire, c'est à nous à le comprendre. Et si on ne le comprend pas, ce que j'aime dans votre film, c'est que c'est pas expliqué, mais on le ressent avec le cœur. Et vous avez raison de ne pas l'expliquer. Bravo. Je vous aime, Merci. madame. Alors moi, je voudrais quand même dire 2 mots, même si c'est difficile de parler après Madame Brigitte Fossey. Non, c'est vrai que c'est difficile de parler après toi, m'appelle. D'abord, je voulais remercier Brigitte parce que voilà, c'est une femme que j'aime beaucoup et qui est importante pour nous, pas seulement parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle nous a beaucoup inspirés, elle continue à nous inspirer et c'est un visage intemporel. Dans ce qu'il y a, c'est qu'il y a un personnage quand même qui est très important dans le film, c'est la musique et c'est ce qui les lie tous. Voilà. Et ça... Oui, alors pas toujours. Hein. Alors oui, le rôle principal de l'épouse qui s'efface derrière le mari, là, Brigitte, on va se discuter après autour d'un verre. Mais c'est ça qui est merveilleux dans ce film aussi. D'abord, c'est merveilleux pour moi que Bruno m'ait donné cette opportunité de pouvoir musicalement, qu'on se rapproche musicalement et que tous ces personnages se rapprochent grâce à la musique. Parce que c'est vrai que le petit-fils aussi, comme le père, mais tous. Et puis pour un musicien, c'est formidable de pouvoir mettre sa petite pierre dans une œuvre comme celle de Bruno. C'est pas tous les jours qu'on nous propose de pouvoir s'exprimer aussi intensément. Et voilà, moi je voulais déjà remercier Bruno. On va pas commencer à faire des machins, non. Voilà, non, c'est un film qui est important. J'ai fait plus de 350 films, j'ai enregistré plus de 350 musiques de films, mais c'est peut-être le film le plus important de ma vie. Voilà, je te le dis aujourd'hui. Oui. Bah, c'est On a des belles déclarations. Mais tu y as mis une part de toi-même dans ce film aussi, il faut bien reconnaître. Oui, d'ailleurs, il faut qu'on discute de certaines choses en ce qui se concerne. Mais oui. Non, mais voilà, donc si ça vous a plu, que vous avez aimé la musique de ce film, même si vous ne connaissez pas la musique classique ou vous en écoutez très peu, à partir vraiment le bouche à oreille, dites à vos amis voilà, que s'ils ont envie de passer un bon moment et d'écouter aussi de la très belle musique, qu'ils aillent au cinéma à partir du 7 décembre. Les séances sont à 14, 16h, 18h, 20h et 22h. Elle est en promo, hein. Elle est en promo. C'est la fin de promo, mais voilà. D'ailleurs, Anne, est-ce que les musiciens acceptent volontiers de participer au tournage d'un film? Est-ce qu'ils aiment ça, en fait?
Oui, ça les amuse. Ça les amuse évidemment. C'est pas comme le concert parce que vous imaginez bien que tous les musiciens que vous voyez à l'image ont tous enregistré la musique, mais on a enregistré après. On a d'abord, évidemment, on peut pas et en même temps tourner le film et en même temps enregistrer la musique. Pour le son, c'est malheureusement pas possible. Mais ils aiment beaucoup ça. Alors, le cinéma, c'est beaucoup d'attentes parce qu'évidemment, il y a les décors, il y a les changements de plan, il y a tout ça, on attend beaucoup. Mais comme ils font pas ça souvent, donc ça les a beaucoup, beaucoup amusés. Et puis, ils y ont mis tout leur cœur, leur énergie et leur humour aussi. Ce qui était très drôle, c'est les acteurs avec les musiciens, la relation, parce que quand la musique s'arrête, parce que le réalisateur dit couper, et que les musiciens, certains continuent à jouer, et que les acteurs continuent à diriger, parce que eux, ça leur fait tellement plaisir, parce qu'ils ne vivent jamais ça dans leur quotidien. Voilà, donc c'était un tournage très heureux, en tout cas pour les musiciens. Oui. Et bien sûr, Bruno leur a expliqué, raconté l'histoire, qu'il soit... Oui, et puis Anne me demandait toujours de leur parler, d'ailleurs, et elle avait raison. C'est vrai, quand l'orchestre se mettait en place, on racontait un peu l'histoire, ce que ça racontait, pour qu'ils soient intimement liés au film. Bah oui, c'était pas des marionnettes. Non. Mais d'ailleurs, il y a certains des musiciens de Anne qui jouent vraiment, enfin, qui font un peu de figuration, mais sans jouer... sans faire de la musique. Enfin, par exemple, quand on voit Pierre Arditi qui, au début, après la 9e de Beethoven, non, juste avant d'ailleurs la 9e de Beethoven, quand il y a tous les gens qui lui disent bravo pour votre fils, bravo, ça l'exaspère évidemment, ça le rend dingue. Ouais. Bah, les deux, il y a deux musiciens qui croisent, qui parlent, c'est les musiciens qui sont dans l'orchestre. Oui. Et Anne, on vous verra bientôt jouer un rôle dans un film. J'adorais ça, d'ailleurs, préférais jouer que faire de la musique. Non, mais moi, je ne pouvais pas en plus être devant la caméra. Si, au tout début, mais ça, c'est la première scène. Mais c'est la victoire. C'est anecdotique, c'était non, anecdotique. Non. Je pouvais pas parce que d'abord, on peut pas être derrière et devant. Il faut aussi diriger les musiciens. Et puis en plus, moi, j'ai enregistré toute la musique aussi, donc là, c'est pour le coup, là, c'était pas possible. Mais j'ai fait 4 films depuis où on me voit, notamment Nouveau Départ. Enfin, il y en a 4 qui sortiront l'année prochaine, oui. Bon, on reviendra en promo, parce que la promotion, vous savez bien la faire, Bruno. Est-ce qu'on prend une dernière question ? Oui, il y a une dernière question depuis tout à l'heure. Oui. Voilà, c'était juste pour réagir sur la question de l'écriture. Alors, elle est où ? Pardon, madame. Moi, je suis là. Je suis ici. Oui, mais alors, il y a le... Voilà, donc déjà, je vous remercie pour le film qui était merveilleux, pour la musique et son ensemble, et puis la question de la transmission sexuée que vous avez fait du côté des hommes. Donc ça, je vous remercie. Mais par rapport à l'écriture, qu'il y a la question du mystère, moi, je pense qu'il y a aussi l'écriture qui est de la musique. Et donc, on peut le relier par rapport à la musique. Et ça me fait penser aux travaux, aux écritures... à la correspondance de Mozart avec sa mère et toute cette correspondance qui a été travaillée. Je vous coupe. Oui. C'est pas avec sa mère, c'est avec Constance Weber, qui est sa femme. Excusez-moi. Non, sa mère est morte jeune. C'est avec sa femme, Constance Weber. Excusez-moi, il y a eu un travail qui a été fait en anthropologie là-dessus et qui montrait tout le travail autour de la musique. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir là-dessus. Et puis, je voulais vous poser une question par rapport à l'affiche. Là, on voit le père et le fils ensemble. Au final, on les voit qui ne sont pas ensemble dans le film. Et au final, on attend cette rencontre. Donc, quelque part, est-ce qu'on est dans la surprise ou pas ? That's a big question. Moi, je crois que les gens... moi, je n'avais pas vu l'affiche quand j'ai vu. Non, je crois que l'affiche... vous voulez dire qu'elle spoil un peu la fin, comme on dit ? Moi, je crois pas, parce que c'est pas que je crois ou je crois pas, c'est que je me rends compte que les gens, quand on n'a pas vu le film, en fait, et quand on voit l'affiche, on fait pas le rapport, en fait. On se dit pas, tiens, ils dirigent ensemble, parce que c'est tellement improbable. Bon, après, ça, c'est des choix stratégiques aussi. Moi, j'aime bien cette affiche parce que j'aime bien leur regard, c'est que c'est une image, voilà. Mais je voudrais la première chose que vous avez dit sur le rapport entre la musique et l'histoire,
Moi, je trouve pas que le personnage principal soit la musique. Voilà, c'est normal que Anne le dise. Mais J'ai pas dit principal. Mais par contre, J'ai dit que c'est un personnage. Oui, oui, oui. C'est Mais ce que Brigitte Fossé qui a dit que c'était le principal. Mais mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que la musique est le territoire du film. Ça, c'est sûr. Et c'est l'univers, c'est l'univers du film et l'univers de ces deux hommes. Enfin, d'ailleurs, pas seulement, des femmes aussi. Ouais, hein. Exactement, par capillarité aussi, même. Et puis, et pas seulement, puisqu'il y a une violoniste et tout ça, etc. Mais le travail qu'on a fait aussi au montage, c'est, par exemple, on se dit toujours, mais je le dis maintenant que vous avez vu le film, parce que sinon je ne le dirais pas. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas tant de scènes entre Yvan et Pierre. Mais la musique fait le lien, parce que c'est vrai que c'est leur territoire. Et souvent, j'ai fait au montage des ponts musicaux qui partent. Par exemple, quand Pierre demande sa femme, la femme avec qui il vit depuis 50 ans, comme toi, et que là commence la musique de Caccini, l'Ave Maria, qui est sublime, et qui continue sur Yvan, qui est tout seul devant son ordinateur et qui regarde Ozawa, le chef d'orchestre japonais, et qui se dit « je suis dans la merde » parce que, voilà, ça aussi, c'est pas expliqué, mais la musique, elle couvre les deux personnages et elle finit sur le fils. Et c'est la même musique. Et il y a beaucoup d'endroits où on a fait ça dans ce film. Et c'est pour ça que ça s'intermêle. Voilà, c'est pour répondre à ce que disait la dame. Alors, une question devant, tout devant. Oui, le monsieur devant. Le monsieur devant, voilà, qui lève la main depuis tout à l'heure. Le jeune homme. Alors tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors, je voulais vraiment vous dire que votre film était très beau, vraiment, j'ai trouvé incroyable. Mais j'ai quand même une petite question. Alors c'est une question classique, c'est aussi la question qui embête un petit peu. C'est pourquoi est-ce que votre film tourne sur la musique ? Parce que vous nous avez parlé que la famille du film, c'était en rapport avec votre famille, vous êtes inspiré de ça. Mais pourquoi est-ce qu'il se retrouve autour de la musique et pas autour d'une autre art, tout simplement ? D'abord, bravo, jeune homme, c'est votre fils ? Vous allez en chier, hein. Enfin, si je puis me permettre. Hein. Mais c'est une très bonne question. Mais je vais t'y répondre parce que c'est aussi un plaisir de metteur en scène. C'est-à-dire qu'il y a des metteurs en scène qui ne mettent pas forcément beaucoup de musique dans les films. Moi, j'aime bien... Enfin, c'est pas systématique, mais je trouve quand même que quand la musique est grande, et même quand on regarde les films de Sergio Leone, avec la musique d'Ennio Morricone, sont sublimes. Et là, le fait d'avoir transposé cette histoire dans le milieu de la musique, je savais, au moment où j'ai posé le film dans cet univers, que j'allais pouvoir m'en donner à cœur joie. J'ai presque plus entendu le film avant de le voir. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis dit... Et c'est vrai qu'on a mis des musiques qu'on n'oserait pas mettre dans un film plus classique. Tu vois, parce que quand tu vois, c'est vrai, des arias délirants ou des airs d'opéra ou la sérénade de Schubert que Anne joue, qui est magnifique. Mais du coup, on n'oserait pas forcément le mettre. Tandis que là, j'ai pu me lâcher. Tu vois ? J'ai fait joujou aussi. Devant aussi, jeune homme. Bonjour et merci de votre présentation. J'ai envie de savoir si vous pensez en version théâtrale. Théâtrale. Oui. Écoutez, j'y ai pas pensé, mais pourquoi pas ? Mais bon, alors là, il y a du pain sur alors là, comment tu vas faire pour la musique ? Claude Sautet a fait un film dans les années 90 qui s'appelait Un cœur en hiver. Et pendant plusieurs années, on m'avait proposé de jouer le rôle sur scène au théâtre d'Emmanuelle Béat. Voilà. Parce qu'elle joue du violon, et elle joue beaucoup de violon d'ailleurs. Elle joue des choses même difficiles, comme la sonate de Ravel.
Le projet s'est finalement pas fait, et peut-être tant mieux. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on nous pose la question. Moi, j'avais jamais pensé que ça pouvait peut-être en effet devenir, pourquoi pas une pièce de théâtre musicale. Hein. Alors, c'est pas une comédie musicale, mais une pièce de théâtre avec beaucoup de musique. Moi, j'ai eu cette chance-là une fois de faire une pièce de théâtre aussi avec 3 actrices incroyables, Danielle Darieux, Dominique Lavanant et Judith Elzagne, qui s'appelait La Valse de Manhattan, qui était autour de la musique. Elles jouaient toutes des instruments. Il y avait beaucoup de musique. On avait tout enregistré. Et puis, il est arrivé malheureusement un grand malheur, c'est que la première de la pièce était 3 jours avant le 11 septembre 2001. Et donc, c'était produit par Pascal Legros. Et le décor de la pièce, c'était les tours jumelles de Manhattan. Donc, vous imaginez le foutoir absolu, 3 jours avant. Voilà. Et donc, la pièce n'a pas pu, pratiquement, on a tout arrêté, pratiquement pas pu être jouée après. Mais c'était une pièce où il y avait énormément de musique. Mais on va y réfléchir, jeune homme, sérieusement, en effet. On va y réfléchir, mais moi, je le ferai pas. Bah, peut-être je vais vous dire pourquoi je le ferai pas, parce que moi, ce qui m'a vraiment intéressé hautement dans ce film, c'est parce que même la mise en scène et la manière d'utiliser la caméra, elle est assez musicale. C'est-à-dire que je savais, et on avait décidé avec un des débuts, moi, je ne voulais pas couper les morceaux de musique. Jamais. Même les Noces de Figaro, c'est toi qui l'as trouvé, cette idée des Noces de Figaro, qui a été une véritable purge, puisque le morceau dure quand même 4 minutes 30. L'ouverture, de l'ouverture. Et je voulais pas le couper. Et dans le film, il y a énormément de plans qui sont tournés en plan séquence, avec la caméra qui tourne autour des acteurs. On suit toujours... le point de vue du film, c'est celui du personnage que joue Yvan, le personnage de Denis. Donc souvent, je le suis comme ça, avec la caméra et tout ça. Et je savais, j'entendais que la musique allait nous aider à ce style de mise en scène. Et donc au théâtre, je serais bien embêté parce que comme il n'y a pas de caméra, je pense que j'y arriverai pas. Voilà. Ce film, il est même la mise en scène, même la mise en cadre, elle est et pourtant on n'avait pas forcément toutes les musiques à ce moment-là, mais elle est je sais pas comment dire. C'est parce qu'il y a de la musique que c'est filmé aussi comme ça. Est-ce qu'un film comme ça, on essaye de tourner au maximum chronologiquement ou c'est trop compliqué finalement? C'est impossible. C'est impossible. D'accord. On adorerait, hein. On adorerait, mais les producteurs aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup moins ça, parce qu'évidemment, ça coûterait une fortune. Puis là, en plus, on était quand même, on a tourné aussi dans des salles de spectacle, et donc les salles de spectacle, elles sont prises, alors même alors que c'était pendant le Covid en plus qu'on a tourné quand même, mais les salles, elles sont réservées, donc on est obligé de tourner à telle date. Non, enfin, on peut pas tourner dans la chronologie. C'est-à-dire tourner d'abord la scène 1, 2, 3, 4. C'est pas possible. On tourne la scène 1, 55, 32, 28, et on prend vous avez des acteurs des bons à casser le zère. Vous avez des acteurs tellement professionnels que voilà. Oui, mais il y a certains réalisateurs qui ont fait ça, notamment Spielberg avec E.T., parce que c'était 2 enfants et que les 2 enfants, s'ils tournaient des scènes comme ça, c'était pas possible. Donc il a tourné exactement dans l'ordre chronologique du film. C'est parce que les 2 enfants, c'est. Ouais. Bien, le temps passe. Une dernière question devant. Nous, on a le temps. Hein. Et j'ai un autre nous, le train, question. Il est à 6h du mat demain. Oui, ça... oui 6h50 demain. Ouais. Et j'ai une autre question. J'ai envie de savoir, l'histoire en film, va-t-il sortir en livre? Bah non. Non, je serais bien embêté. Ou alors, faut que tu fasses un CD. Mais il y a une bande. Il y a un CD. Il y a une bande originale du film qui va sortir. Absolument, oui. Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir « Je suis ici » ? Où ça ? Ici. Bah, merde. Mais comment on a les projecteurs ? Devant vous. Ah. Devant vous. Ah, ça y est. Qu'est-ce qui vous a conduit à choisir une violoniste sourde ? Très bonne question. Alors, les personnages féminins dans ce film, je voulais qu'ils soient... j'avais un peu peur, j'avoue,
quand j'ai écrit ce scénario, que les personnages féminins soient un peu, pas secondaires, mais je voulais vraiment qu'ils aient des personnalités très fortes. Je voulais pas que ça soit que Caroline Anglade, donc, qui joue la maîtresse d'Ivan, soit la maîtresse d'eux, ou que l'ex-femme soit l'ex-femme d'eux. Je voulais qu'elles aient des vraies personnalités très fortes. Et alors, le personnage de Pascal Arbillot, n'en parlons pas, c'est assez évident. Mais le personnage de Caroline, comme elle est sa maîtresse, l'idée de se dire que déjà, avant le film, puisqu'elle est malentendante, elle a énormément bossé pour devenir violoniste, déjà, c'est un personnage fort. Et ensuite, il y a une chose qui m'intéressait, c'était de montrer, puisque tu parlais de lâcheté, mais c'est vrai que Yvan, le personnage de Denis est un peu lâche quand même. Enfin, un peu lâche, c'est pas de la lâcheté, mais il est fragile. À ce stade du film, au début, c'est un homme qui, quelque part, j'aime pas dire quelque part, mais qui ne s'est pas encore totalement réalisé. Donc, il n'est pas si sûr que ça de lui. Donc, c'est plus facile d'aimer une femme, c'est un truc un peu machiste, hein, mais c'est plus facile d'aimer une femme dont on peut se dire qu'elle a besoin de vous qu'une femme très forte. Mais là où il se gourre, c'est que effectivement, c'est pas le cas et elle l'envoie balader très sévèrement. Mais j'aimais bien quand même que ce soit un peu une fausse piste. Son ex est très forte aussi parce qu'elle continue de travailler avec lui. Hein. Ah bah son ex, c'est son ex, hein, c'est la patronne. Hein. Ouais. Mais c'est sa boussole aussi. C'est la seule personne qui l'écoute. Elle est chiante aussi. Bon, ben, je crois qu'on va vous remercier. On va les applaudir très fort. Une petite question encore, s'il vous plaît. Une dernière question. Bon. Allez. Oui. Allez. Combien de temps a duré le tournage ? Alors... Avec le confinement, 3 ans. Non. Alors, je vais vous dire une chose. Il a été très court. Parce qu'on n'avait pas tant de sous que ça pour faire le film. On n'avait pas beaucoup d'argent, en fait. Oui, ça ne se voit pas parce qu'on a beaucoup travaillé. On a travaillé en amont énormément aussi, ouais. Des mois et des mois. Oui. Mais oui. Mais le tournage, on l'a tourné en 6 semaines. C'est très, très rapide pour un film comme ça. Ouais. Oui, madame. Il y a la dame aussi, madame devant, que vous vouliez aussi poser une question. Pardon, Brigitte, mais il y a la dame qui lève le bras depuis tout à l'heure. Je n'ai pas saisi si le personnage qui jouait la maîtresse joue du violon réellement ou pas. Ah bah alors là, moi, je rentre me coucher alors. Ah bah non, justement, c'est une question très très sympa. Si, parce que j'arrive pas à me... Ah bah c'est une question très très sympa, ça veut dire que tu as super bien fait ton boulot, pardon. Bien sûr. Voilà. Répétez-lui parce qu'elle est déjà partie se coucher, il y a trop de gens qui... Je n'avais pas saisi si elle était elle-même violoniste ou pas, ou si c'était... parce que c'est tellement bien fait, on n'arrive pas à voir en fait. Si elle ne l'est pas... la seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'elle n'a jamais pris un violon dans ses mains avant que je la rencontre. Voilà, oui, jamais. Non, jamais. Voilà, ça c'est le plus beau compliment que vous pouviez lui faire. Ça s'applaudit. Voilà. Et je voulais aussi demander, donc c'était en partie répondu, qu'est-ce qui a motivé votre choix de Ivan Attal et Arditi dans le choix de jouer chef d'orchestre ? Est-ce qu'il y a eu une motivation particulière pour ce choix ? Oui, c'était au moment du scénario, ça, de toute façon. Oui, je vous dis, c'est parce que j'avais rencontré une chanteuse lyrique à qui c'était arrivé. Pourquoi ces hommes-là ? Non, motiver le choix des acteurs. D'Yvan et Pierre ? Oui. Ah j'ai choisi 2 acteurs pour incarner des personnages, parce que je les aime profondément, quoi. Et pourquoi eux exactement ? Pourquoi eux ? Je sais pas, c'est parce que je voyais pas. Ils étaient disponibles. Oui, quand Yvan est là, je lui dis, quand Yvan Attal est là, enfin d'ailleurs Pierre, je dis c'est parce qu'ils étaient pas chers. Voilà, merci, on peut les applaudir et souhaiter vraiment bonne chance à ce film qui sort le 7 décembre. Parlez-en autour de vous. Et demain, il y a une soirée parisienne, je crois. Hein. C'est ça ? Lundi, pardon. Ouais. Lundi, oui, il y a la dernière avant-première. Dernière avant-première, oui. D'accord.